Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose donc le test du Motorola Atrix. Donc pour rappel, donc c'est il me semble le deuxième smartphone disponible sur le marché qui vous propose un processeur Nvidia Tegra 2 dual-core de 1 GHz. Donc le premier étant le Edge Optimus 2X qu'on vous a proposé en test il y a déjà un petit mois. Au niveau de l'écran, c'est un écran de 4 pouces. Il est, je ne connais plus le terme, mais il est anti-rayure, donc je crois que c'est Gorilla Glass, un truc comme ça, avec une résolution QHD, donc 540 par 960, ce qui change quand même des classiques 480 par 800 qu'on a l'habitude de voir chez les constructeurs coréens. 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un port micro SD. Du Wi-Fi N, du Bluetooth 2.1, GPS intégré, un APN à l'arrière donc de 5 mégapixels, une caméra visio de 1,3 mégapixels, le tout avec une batterie de 1930 mAh, ce qui est plutôt élevé. Par contre, il ne vous propose que Android 2.2.2 avec la petite surcouche Motoblur. Alors pour ceux qui avaient un Dext ou un Milestone à l'époque, il faut savoir que la surcouche Motoblur a été beaucoup allégée depuis, puisque maintenant elle nous propose quasiment plus que des widgets et c'est totalement personnalisable. Donc beaucoup moins de choses intrusives, des connexions intempestives, etc. Voilà. Au niveau de la taille, donc c'est environ 118 par 64 par 10 mm, donc 10,1 mm d'épaisseur pour être précis, et un poids de 135 grammes. Voilà. Donc il vaut 549 € hors abonnement et à partir de 129 € chez Orange, puisqu'il en exclut chez l'opérateur Orange sur les 2 ou 3 premières semaines. Je m'en souviens plus. Voilà, à noter que c'est justement Orange qui nous a prêté ce Motorola Atrix et donc il n'inclut pas la fonction Hotspot Wi-Fi. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais j'attends d'avoir un modèle du constructeur pour vérifier justement ce point-là. Au niveau du packaging, c'est un packaging assez classique en soi, donc vous doutez bien, donc vous retrouvez donc le smartphone, un câble USB pour la connexion à un ordinateur et à la recharge, un chargeur USB, les manuels d'instruction avec une première prise en main, les écouteurs kit main libre et c'est assez rare pour le souligner, un câble micro HDMI. Donc rien de transcendant, mais petite bonne surprise avec ce câble micro HDMI qui vous servira à sortir donc du contenu multimédia sur votre télé. Ou un écran externe évidemment. Pour le design, rien de spécial. On notera juste que c'est une coque qui recouvre entièrement l'arrière. Donc à la différence par exemple, je vais prendre d'un Samsung Galaxy S2 ici, où la coque arrière représente juste cette plaque là. Idem pour Optimus Black. Et c'est un peu moins pour le Optimus Black puisqu'il remonte totalement. Ici, vous prenez la coque, vous voyez que ça recouvre totalement l'appareil au niveau de l'arrière. Donc peut-être pas sur les côtés, mais pour tout le reste, c'est pas mal puisque ça doit, à mon avis, protéger un peu mieux. Donc je vais pas tester non plus parce que c'est pas le mien, donc je vais peut-être pas tester en cas de chute, mais dans l'absolu, ça passe plutôt pas mal. Voilà. On continue avec la tranche gauche qui vous propose un port micro USB et un port micro HDMI, donc pour sortir éventuellement vos vidéos, votre contenu multimédia sur votre écran. De l'autre côté se trouvent les boutons de volume. Sur l'arrière, l'APN donc de 5 mégapixels avec le haut-parleur. Donc on notera que le haut-parleur est plutôt gros, ce qui me donne un son plutôt correct et assez puissant. Sur le dessus se trouve en fait le bouton de mise sous tension et de veille avec la prise jack ici. Voilà. On notera juste que pour le bouton de mise sous tension, il intègre en plus un capteur biométrique, ce qui est super pratique pour pouvoir déverrouiller votre smartphone et donc ne pas utiliser soit les gestes, soit un code. Donc je vais vous montrer ça. Hop, vous appuyez donc sur le déverrouillage. Donc soit vous passez par un code classique, code PIN, voilà, soit il vous propose de passer le doigt tout simplement. Et là, il se déverrouille assez rapidement. Donc il prend en compte seulement vos deux index, donc gauche et droite. Et à partir de là, il n'y a rien de plus pratique là-dessus. Et surtout, quand vous regardez, c'est pas inesthétique du tout et ça colle parfaitement au design du smartphone. Voilà. Sur la face avant, rien de très original non plus, puisque vous avez donc le haut-parleur ici pour le téléphone, le capteur de luminosité de ce côté. Donc je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Voilà.
avec donc la caméra visio de 1,3 mégapixels et en haut donc les 4 touches sensitives donc concernant le menu, le home, le retour et la recherche. Voilà. Concernant maintenant Motoblur, eh bien contrairement à ce qu'on avait eu avec le Next, le Milestone, etc., l'intégration est beaucoup plus discrète. Donc on va commencer tout simplement par ces deux boutons là sur l'écran d'accueil. Alors on note aussi que c'est un écran de 540 par 960, donc ça change des 800 par 480. Et vous voyez qu'il y a une sorte de cadre parce que un widget par exemple comme Beautiful Widget ne prend pas ça prend 480 de large et pas plus. Donc c'est juste une question d'optimisation logicielle. C'est un peu dommage du coup parce que on se retrouve quand même avec de grands espaces. Voilà, donc je reviens sur ces deux boutons. Donc ce bouton là vous permet d'accéder à vos applications, donc là-dessus pas de problème, votre carnet d'adresse classique aussi, et le téléphone pour pouvoir appeler les personnes rapidement, etc. Voilà, donc la seule différence c'est que contrairement à la concurrence qui vous propose un panneau qui se fige, ici dès que vous allez naviguer, vous voyez que la barre de menu change pour vous permettre de naviguer plus rapidement entre les différents menus. Donc c'est un petit gadget sympathique qui va pas vous changer grand chose dans votre utilisation de tous les jours, mais c'est appréciable. Idem, là vous appuyez une fois sur le bouton Home et vous avez justement la vue d'ensemble de tous vos écrans d'accueil. Voilà. Je reviens vite fait donc sur les widgets parce que je vous disais en introduction que une des grosses nouveautés concernait essentiellement les widgets liés aux contacts et aux réseaux sociaux. Et bien ça continue dans le même sens, puisque une des choses que j'apprécie beaucoup avec ce Motoblur, c'est justement que les widgets sont redimensionnables. Donc là vous choisissez et quand vous le posez, un petit cadre apparaît et vous avez juste à choisir la taille de votre widget. Donc évidemment il faut que le widget soit prévu, mais pour tout ce qui concerne les widgets Motorola, eh bien c'est pris en compte, donc c'est super appréciable. Donc voilà. Pour un widget plus classique comme celui-là, vous pourrez malheureusement pas le redimensionner. Contrairement au Samsung Galaxy S2, pas de fonction screenshot, donc il va falloir le router, c'est un peu dommage. Là-dessus j'aurais bien voulu pouvoir vous faire des screenshots, donc ça va être à l'ancienne, donc des photos, tout ce qu'il y a de plus simple. Concernant maintenant la barre de notification, eh bien là-dessus, elle est assez classique. Dommage que Motorola n'ait pas jugé nécessaire de faire comme pour Samsung, HTC ou LG, à savoir donc intégrer les raccourcis Wi-Fi, Bluetooth, GPS, orientation, etc. Donc, vous perdez malheureusement de la place pour un menu d'accueil à cause de ce widget qu'on n'utilise plus par exemple sur un Galaxy S2, tout simplement parce que tout est intégré sur le dessus et c'est vraiment plus sympa là-dessus. Et en parlant de ça, hop, je vous montrerai juste une petite comparaison au niveau de la taille, pour que vous puissiez voir la différence entre les différents concurrents. Donc voilà pour le Galaxy S2. Ici, la même chose avec un Optimus Black, donc il fait la taille d'un Optimus Black. Voilà. Par rapport à un ancien Nexus S, bah oui, Nexus S est déjà ancien. Voilà. Et enfin, l'iPhone, voilà, qui est un peu plus petit, mais tout aussi lourd. Pour ce qui est des performances, eh bien, si vous avez lu le test du LG Optimus 2X, vous étonnerez pas d'avoir à peu près les mêmes performances. Donc sur Quadron par exemple, on atteint un score de 2600 et quelques. Donc c'est dans la moyenne de tout ce que propose le Tegra 2. Là-dessus, quand vous lancez un jeu comme Samurai par exemple, voilà, ou alors l'autre Dungeon, je sais plus quoi là, Dungeon Defender, vous avez à peu près la même chose. Donc en termes de performance, ça tourne très très bien, c'est du Tegra 2, là-dessus il n'y a pas de problème. Pour tout ce qui est vidéo, hop, je reviens après, donc là vous voyez, hop, c'est fluide. Hop, je sors du jeu. Pour tout ce qui est vidéo, donc évidemment, l'Atrix est compatible avec les formats natifs Android et il reconnaît aussi, et j'étais un peu surpris là-dessus parce que je m'y attendais pas, je vous avouerai, il a reconnu donc du format Xvid. Donc j'avais mis
il est où? Ça doit être celui-là. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un DivX qu'on trouve sur le net, totalement. Bon, évidemment il n'y a pas la gestion de SRT et tout, mais ça fonctionne parfaitement. Voilà. Concernant les formats justement, là-dessus on est avec le même cas que tout ce qui n'est pas Samsung et LG actuellement. C'est-à-dire que c'est compatible avec du MP4, etc. Ça c'est pas le meilleur support parce que ça saccade un peu avec du 720p. Et idem pour du Move. Par exemple, le Move qui est quand même en H264, donc il devrait être supporté. Il faudra passer par un lecteur, enfin une application tierce comme Movo Player pour lire par exemple ces trailers de Kung Fu Panda. Voilà. Là-dessus, en parlant de trailers, j'ai mis les trailers en 720p comme vous pouvez le voir. C'est très fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est bien géré. Voilà. Et donc je vous montre ce que donne le même trailer de Kung Fu Panda 2 en 1080p. Donc ça tourne plutôt pas mal. Donc c'est un tout petit peu saccadé, ça se voit sur certaines scènes, mais dans l'ensemble ça tourne très bien. Voilà. Donc le Tegra 2 fait très bien son boulot. Évidemment, c'est un Tegra 2, donc c'est exactement comme pour la Motorola Xoom, la tablette, ou le LG Optimus 2X, c'est-à-dire que sur un navigateur internet, ça va marcher très bien, en 360p ou en 480p. Dès lors que vous allez choisir une vidéo YouTube en flash en 720p ou 1080p, c'est mort. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo qui tourne plutôt pas mal. Par contre, j'ai le droit de vous montrer que le début parce que sinon Greg va me tomber dessus et il va limite m'engueuler parce qu'il veut pas. Attendez. Hop, voilà, c'est dans la galerie. Donc, les plus perspicaces d'entre vous auraient noté cette petite icône. Donc, je vous montre vite fait ce que ça donne. Tout simplement. Hop, on utilise ça avec les lecteurs. Et donc si vous avez vu ça, vous verrez dès demain cette vidéo sur le journal du geek. Voilà. Je vais juste arrêter là, avant de trop en dévoiler, et vous verrez l'intégralité de cette vidéo dès demain. Concernant l'APN, l'APN, c'est un APN tout ce qui est plus classique, c'est du 5 mégapixels, un capteur pour smartphone, donc vous attendez pas non plus à des lumières, et justement ça marche très bien en conditions de bonne luminosité. Et par contre en basse lumière, ça va être du flash, des photos bien plates, etc. Donc bon, on notera quand même un enregistrement vidéo en 720p, donc ce qui est plutôt appréciable. Après, il faudra juste trouver les bonnes applications pour pouvoir exploiter ces vidéos. Voilà d'autres types de widgets si vous voulez utiliser ce côté social de Motoblur. Donc c'est des widgets liés à votre compte Twitter, à votre compte Facebook, etc. Donc pas d'effet ou pas de. Enfin, on est loin d'un Sense 3D qui propose une pléthore de widgets là-dessus. Donc c'est plutôt sympa de ne pas avoir quelque chose de trop intrusif. Ça, au moins, c'est ce que je pense. Pour le navigateur, bon, je vais pas revenir dessus, Chrome, vous connaissez. Je vais juste rentrer dans le navigateur, vous montrer le clavier. Donc le clavier qui répond très bien. Par contre, je sais pas pourquoi, en mode, j'ai l'impression qu'il fait petit. Donc même si j'arrive à taper sans trop de soucis, je le trouve plutôt petit et un peu restreint. Donc je vous conseille plus d'utiliser un SwiftKey ou autre chose, mais voilà, pour avoir l'impression d'avoir quelque chose de plus grand. Et pourtant c'est pas si petit que ça, puisque je vais vous montrer vite fait sur le Galaxy S2 ce que donne un SwiftKey. Hop, voilà. Donc voilà, donc vous voyez que c'est pas si la différence n'est pas si énorme, et pourtant c'est juste une impression. Voilà. Je finis donc sur l'autonomie. Je vous rappelle que le Motorola Trix vous propose une batterie de 1930 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Et quand on est passé par la case Motorola Dex ou Milestone,
bien content de savoir que l'autonomie n'est plus un problème. Donc avec je me souviens avec le Dex, je devais tenir quelque chose comme 8 heures en veille, alors qu'ici je tiens facilement une journée, voire même 2 jours, alors que typiquement avec un Optimus 2X, un Nexus S ou encore un Galaxy S2, je tiens une bonne journée, ça il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on attaque la seconde journée, c'est un peu mort. Et avec l'Atrix, là-dessus, j'ai eu beaucoup moins de soucis et je suis vraiment à la limite de 2 journées d'autonomie en utilisation, dans mon utilisation, ce qui est pas mal du tout. Donc en conclusion, le Motorola Atrix est un téléphone très très agréable à l'utilisation. Certains pourront regretter ne pas avoir une interface plus léchée comme proposerait un HTC avec son Sense ou éventuellement un Samsung avec son TouchWiz. Donc on est plus dans la même expérience que LG, donc avec une interface assez discrète en soi, quelques raccourcis qui manquent malheureusement, une bonne autonomie. Et là où ça prend tout son sens, c'est vous verrez dans une seconde vidéo, je vous montre aussi cette utilisation avec le lapdoc ou le dock HD qui vous permet de transformer ce moteur-là en un tout petit netbook, ce qui peut être très agréable. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur Journal du Geek.